Bonjour et bienvenue sur Charging Station pour un nouvel essai électrisant au format XXL aujourd'hui, électrisant et hybride rechargeable, celui du Ford Explorer. Cet essai vous est proposé par Arval, leasing pour professionnels et particuliers, et Eddy, Electric by D'Ieteren, bornes et solutions de recharge. Concurrent direct du Kia Sorento 7 places lui aussi, essayé il y a quelques semaines sur Charging Station et dont l'essai est à voir ou à revoir ici, ce Ford Explorer a pour mission lui aussi de conquérir le cœur des familles et plus globalement d'ailleurs le cœur des Européens. Le Ford Explorer, il existe depuis 20 ans aux États-Unis. Sa dernière génération, elle, débarque enfin en Europe, aidée par une motorisation hybride rechargeable qui est la bienvenue sur le vieux continent, ce qui n'était pas le cas des motorisations survitaminées précédentes. C'est d'ailleurs la seule motorisation disponible chez nous en Europe. Le Ford Explorer, premier grand SUV, cette place commercialisée chez nous par Ford, s'adresse clairement à une clientèle de niche qui souhaite s'offrir un petit bout d'Amérique avec de la place pour 7 occupants et un style, un confort et un encombrement très américain. Mais que vaut-il au quotidien sur nos routes et dans nos villes où la place est davantage comptée qu'au pays de l'oncle Sam? Eh bien pour le savoir, j'en ai pris le volant pendant une semaine. La réponse dans cet essai. Mais avant de démarrer cet essai, je vous invite à vous abonner à Charging Station si ce n'est pas déjà fait et activer la clochette des notifications pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo électrisante est disponible. La semaine prochaine, on restera chez Ford avec un autre SUV, un gabarit nettement plus réduit que celui-ci. Ce sera l'essai du Ford Kuga, lui aussi hybride rechargeable. D'autres essais très électrisants dans les semaines à venir, j'ai vraiment hâte de vous les annoncer. Ce sera le cas à la fin de la vidéo. Long, large, haut et massif, ce SUV Ford Explorer, c'est le SUV de la démesure. Quand on le croise, je peux vous dire qu'il fait tourner pas mal de têtes. Eh bien, on a l'impression, et surtout dans cette livrée noire d'ailleurs avec vitres teintées, on a l'impression qu'on est plongé dans une série américaine, la série Homeland par exemple, et qu'à n'importe quel moment, eh bien, des agents fédéraux peuvent sortir de la voiture. Ce n'est pas le cas, je vous rassure, il n'y a absolument personne à l'intérieur. Alors, les dimensions, elles sont plus que généreuses. 5,05 m, c'est sa longueur. 1,78 m, c'est sa hauteur. Sa largeur comptée 2 mètres. Il faut voir si ça passe dans le garage, c'est pas sûr. 2 mètres, c'est sans les rétroviseurs. Avec les rétroviseurs déployés, comptez 2 mètres et 30 cm. Son empattement, ça c'est intéressant parce que ça va forcément avoir un impact sur l'espace à bord. Eh bien, il est de 3 mètres et 3 cm. Voilà qui est plutôt généreux et voilà qui est de bon augure pour l'espace disponible, tant sur la banquette arrière que sur les 6e et 7e places. On vérifiera ça dans un instant. Sous son capot, là aussi, ce Ford Explorer fait dans la démesure avec un V6, et oui, vous avez bien entendu, un V6, les Américains ne peuvent pas s'empêcher, qui développe 357 chevaux. C'est lui que vous voyez en vert sur ces images. Alors pour tenter de calmer son appétit, eh bien, il est épaulé par un autre moteur, un moteur électrique celui-là, en bleu sur les images, qui propose 73 kW, soit 100 chevaux, puissance combinée 457 chevaux et jusqu'à 825 Nm de couple. Ça pousse fort à bord de ce Ford Explorer. Le 0 à 100 est d'ailleurs réalisé en 6 secondes et 3 petits centièmes. Pour alimenter le moteur électrique, ça se passe sous la banquette arrière avec une batterie haute tension d'une capacité de 13,6 kWh qui doit permettre à ce Ford Explorer de rouler en 100% électrique durant 42 km en cycle mixte et un tout petit peu plus, 44 km en milieu urbain. Qu'en est-il dans la vraie vie? J'ai eu l'occasion de rouler avec cette voiture pendant une semaine et donc de tout tester. Je vous donne tous les chiffres précis tout à l'heure. Pour recharger la batterie du Ford Explorer, vous le voyez, ça se passe à l'avant, du côté gauche, avec sous la trappe eh bien, un connecteur de type 2 pour la recharge sur le courant alternatif. Puissance du chargeur embarqué, 3,7 kW. Il faudra donc à peu près 6 heures pour une recharge complète sur une prise domestique simple. Comptez la moitié à peu près pour une recharge sur une borne dédiée. Borne dédiée comme celle-ci, on en reparle dans un instant des bornes et cartes de recharge avec la solution proposée par notre partenaire Eddy, Electric by D'Ieteren. Pour le remplissage du réservoir, ça se passe du même côté, à savoir du côté gauche également, mais à l'arrière cette fois. Réservoir à carburant qui peut accueillir 68 litres de carburant. Voilà qui vous permettra d'effectuer des plus longs trajets de manière absolument sereine.
Je vous le disais il y a un instant, Eddy Electric by D'Ieteren, c'est le partenaire de Charging Station et ce partenaire, eh bien, il propose un écosystème complet en Belgique autour de la recharge des voitures électrifiées, donc hybrides rechargeables ou électriques, à savoir des bornes de recharge, bornes connectées ou non connectées. On rappelle que l'avantage d'une borne connectée, c'est de pouvoir monitorer cette borne à distance notamment, de pouvoir également démarrer et arrêter chaque session de recharge avec une carte spécifique, cette carte spécifique qui va empêcher que n'importe qui d'autre utilise votre électricité et puisse se servir quand vous n'êtes pas là. Justement, la carte de recharge, c'est le deuxième élément important de cet écosystème de Eddy Electric by D'Ieteren. Cette carte de recharge, vous allez pouvoir l'utiliser bien sûr sur votre borne à la maison, mais également sur plus de 100 000 points de recharge partout en Europe. C'est donc l'élément à avoir absolument en permanence dans la boîte à gants. Demandez-la dès aujourd'hui en cliquant sur le lien dans la description. Elle est entièrement gratuite. Vous payez donc uniquement ce que vous consommez. Il n'y a pas de frais d'activation et pas de frais d'abonnement. Avant de vous faire découvrir l'intérieur de ce Ford Explorer, intéressons-nous à sa capacité de chargement. Alors pour ouvrir le coffre, il y a possibilité de le faire via le pied ou via le tout petit bouton qu'on voit ici à l'arrière du haillon. Une fois que c'est ouvert électriquement donc, eh bien on a droit à 635 litres en configuration 5 places, 635 litres en dessous de la tablette, au-dessus de la tablette, c'est-à-dire jusqu'au pavillon. Alors on a droit à ce moment-là à 1137 litres. On peut évidemment enrouler la tablette. Si vous enroulez la tablette, eh bien, vous avez la possibilité également de basculer les sièges arrière pour obtenir une configuration 2 places. Dans ce cas-là, 2274 litres de volume de chargement s'offre à vous. Et si vous devez transporter du monde en configuration 7 places donc, eh bien, un petit bouton vous permet en une fois de redresser les deux sièges des 6e et 7e places. Et dans ce cas-là, voilà, il suffit simplement de relever les appuis-têtes et vous obtenez 2 places supplémentaires. Sont-elles confortables? On vérifiera ça dans un instant. Elles permettent en tout cas de encore profiter de 240 litres de volume de chargement jusqu'à la tablette ou 330 jusqu'au pavillon. Avant de prendre place au volant, me voici installé sur la banquette arrière de ce Ford Explorer et sans surprise, on est dans un américain. Il y a donc de la place, du confort, on est bien installé. C'est un peu l'opulence ici à l'arrière. Je mesure 1,90 m, vous le savez, le siège avant est réglé comme pour moi et pourtant regardez, les genoux sont bien loin de toucher le siège avant. J'ai les cuisses qui reposent sur le siège, ce qui n'est pas toujours le cas, souvent je suis un petit peu comme ça. Là j'ai les cuisses qui reposent vraiment sur le siège, vous le voyez, donc ça fait plaisir, on est vraiment bien installé, que ce soit derrière le conducteur, derrière le passager. La place centrale n'est pas en reste. Alors bien sûr, il y a un tunnel de transmission, c'est un petit peu moins confortable au niveau des pieds, mais il y a tellement de place derrière les sièges que finalement, on pourrait voyager à 3 absolument sans problème. Au niveau de la connectique, on a une prise USB-A, une prise USB-C et puis également une prise 230 volts, une prise classique. Vous allez pouvoir brancher ce que vous voulez dessus, jusqu'à 150 watts, c'est disponible. Et puis alors, réglage de climatisation très précis également, avec réglage du flux d'air, de la température, etc., etc. Les sièges sont d'autant plus confortables qu'ils sont en plus ici inclinables et coulissants sur 15 cm, siège inclinable également via la petite tirette ici sur le siège central, via les petits boutons qui se trouvent de part et d'autre sur le siège de gauche et le siège de droite. Franchement, voyager ici dans cette voiture en tant que passager, c'est que du bonheur. Qu'en est-il quand on est au volant? Eh bien la réponse tout à l'heure. Me voici installé sur l'une des 2 dernières places tout à l'arrière de ce Ford Explorer, 6e et 7e place, électrique, on l'a vu. Alors est-on bien installé? Bon je dois dire qu'on doit toujours trouver un compromis évidemment, hein. On est forcément mieux installé sur les 5 premières que sur la 6e et la 7e place. Ici à l'arrière, l'avantage dans cette voiture, c'est que la 2e rangée, elle est inclinable et coulissante. On va pouvoir gagner de la place. Alors coulissante, pour l'instant, elle est reculée à fond, mais je peux incliner légèrement, voilà, vers l'avant les sièges de la 2e rangée et vous le voyez dans ce cas-là, je gagne forcément un petit peu de place au niveau des genoux, voilà qui me permet de ne plus toucher les sièges de la 2e rangée qui sera un petit peu plus droite, verticale évidemment. Il est possible également de coulisser un petit peu cette 2e rangée, dans ce cas-là on va pouvoir peut-être réincliner un petit peu les sièges, bref, tout est une histoire de compromis. En matière d'équipement, il n'y a pas grand-chose ici à l'arrière, des vides-poches c'est à peu près tout, porte-gobelet également. Au niveau du sentiment général, on est forcément, et certainement avec un gabarit comme le mien, dans un sentiment un petit peu d'être engoncé
ici à l'arrière, avec ces gros montants latérales, avec voilà cette banquette de la deuxième rangée qui est plus haute. Et ici, du coup, je suis bien installé pour quelques kilomètres ou dizaines de kilomètres, mais je vais pas traverser la France ici en tant qu'adulte d'1,90 m sur cette 6e ou cette 7e place. Donc voilà, si vous avez l'occasion de faire un essai, si ces 6e et 7e places vous intéressent particulièrement parce que vous avez une grande famille, parce que vous devez transporter régulièrement pas mal de monde, eh bien faites un essai et voyez si ça vous convient. Franchement, pour 1,90 m, quelques dizaines de kilomètres, il n'y a pas de problème. Pour des enfants, ils seront forcément plus tolérants et la plupart des enfants d'ailleurs préfèrent voyager ici que là. À l'intérieur, s'agissant d'une voiture américaine, on pourrait craindre de devoir affronter un intérieur un petit peu clinquant aux frontières du kitsch et du mauvais goût. Et au final, il n'en est rien. Je dois bien reconnaître que, alors, l'intérieur de cet Explorer, il a évidemment rien de premium, certainement pas au niveau de certains plastiques qui sont pas vraiment à la hauteur du montant déboursé. Mais globalement, je dirais qu'il s'en sort bien. Sans plus, on a en tout cas évité la faute de goût. Et vous, que pensez-vous globalement de cet intérieur? Eh bien, dites-le moi dans les commentaires. Cet intérieur, je vous propose à présent de le décrire. On va commencer par la portière conducteur. On a en partie haute la poignée, le verrouillage central, les mémoires pour les sièges électriques. On a ensuite en partie intermédiaire les vitres électriques, les rétroviseurs électriques qui sont rabattables à la demande. On a ensuite en partie basse, eh bien, sans surprise, un vide-poche de plutôt belle contenance d'ailleurs. Du côté du tableau de bord proprement dit, à gauche du volant sur le tableau de bord, on a l'ouverture et la fermeture du coffre, électrique donc, l'ouverture de la trappe pour le remplissage du réservoir d'essence, les réglages des phares et puis les réglages de la luminosité des écrans instruments et d'infodivertissement sur lesquels on revient dans un instant. Au niveau du volant, à gauche, la gestion du régulateur limiteur de vitesse, gestion du centrage dans la voie de circulation et la gestion du volume et des fonctions, de la fonction mute, notamment au niveau du système d'infodivertissement. On a en partie de droite la gestion du téléphone, la gestion de la commande vocale et la gestion de la partie centrale de l'écran d'infodivertissement. Ensuite, derrière le volant, les palettes. Alors, les palettes qui sont pas là pour moduler la régénération, la récupération d'énergie, malheureusement. Les palettes, elles sont là pour le passage des vitesses en mode manuel. Autrement dit, pour moi, ça ne servent pas à grand chose. C'est pas dans ce genre de voiture qu'on va essayer de se faire plaisir avec des palettes derrière le volant, d'autant plus que la boîte de vitesse a 10 rapports. Bon, elle est bien sympa, mais c'est pas une boîte de vitesse sportive, donc c'est pas comme ça que vous allez prendre du plaisir. Donc moi personnellement, les passages de vitesse en mode manuel, je m'en passe. On a ensuite les commodos avec les clignotants, appel de phare et feu de route à gauche, avec en plus le maintien dans la voie de circulation via le petit bouton à l'extrémité du commodo, et puis les essuie-glaces avant et arrière sur le commodo de droite. Derrière le volant, on a donc cet écran, cette dalle numérique instrument de 12,3 pouces qui est donc personnalisable via la partie de droite du volant ici. Et puis sur cette voiture, pas d'affichage tête haute malheureusement, c'est pas prévu dans ce Ford Explorer. Deuxième écran, ensuite l'écran central de 10,1 pouces. On y revient dans un instant, on ira d'ailleurs y faire un petit tour dans les menus. En dessous de l'écran, une première rangée de boutons avec de gauche à droite le volume, les capteurs de parking. On a également les feux de détresse, les caméras de recul et 360 degrés et puis un bouton rotatif multifonction qui servira tantôt à zoomer, dézoomer quand vous êtes sur la navigation, tantôt à changer de station par exemple quand vous êtes sur la radio. En dessous de ces boutons, on va retrouver les boutons plage précédente et plage suivante, c'est-à-dire les deux boutons qu'on va retrouver ici. Un petit peu plus bas, ici, vous le voyez, la zone qui concerne le chauffage et la climatisation bizone dans cette voiture, et puis l'équipement qui est vraiment très complet avec les sièges chauffants ici, les sièges ventilés, on a également le pare-brise qui est chauffant, on a également le volant qui est chauffant, bref, c'est un petit peu la totale et c'est plutôt sympa. Au niveau des sièges, on a également des sièges qui sont massants dans cette voiture, massants, ventilés et chauffants, c'est donc vraiment la totale, sièges massants qui sont d'ailleurs très agréables. Sous cette partie, on va retrouver un couvercle, vous le voyez, et sous ce couvercle, un vide-poche avec d'une part des connexions, avec notamment la connexion USB-A et USB-C, et puis d'autre part ici, une prise de type allume-cigare, voilà qui est donc plutôt un bel équipement. En tout cas, c'est ce qu'on attend d'une voiture en 2021. On n'est ni surpris positivement, ni surpris négativement. Autrement dit, il y a ce qu'il faut. Ensuite, entre les sièges, qu'est-ce qu'on retrouve? Eh bien, à droite, les deux porte
porte-gobelet et puis à gauche le sélecteur de vitesse, le frein de stationnement qui est donc évidemment électrique. On a la fonction auto hold, donc si elle est activée quand la voiture est arrêtée, vous avez le pied sur le frein, vous pouvez lâcher le frein, la voiture va rester sur place et donc ne pas avancer, ne pas ramper comme une voiture classique à boîte automatique. On a ensuite les modes EV. Mode EV, on a EV Auto, EV Now, EV Later et EV Charge. Autrement dit, EV Auto, la voiture va elle-même décider si elle active ou pas le moteur électrique, en combinaison ou pas avec le moteur thermique. EV Now, c'est le mode 100% électrique, disponible tant qu'il y a évidemment de l'électricité dans la batterie et tant que vous n'écrasez pas l'accélérateur. EV Later, ça, vous bloquez la charge de la batterie à son état actuel, vous évitez de l'utiliser. La voiture va donc exclusivement fonctionner sur le moteur thermique, ce qui va évidemment avoir une incidence sur la consommation. Et EV Charge, là c'est encore pire en termes de consommation, c'est-à-dire que non seulement vous n'allez pas utiliser la batterie, mais en plus vous allez la recharger, ce qui fait que le moteur va tourner à la fois pour faire avancer la voiture et pour recharger la batterie, et donc là la consommation explose évidemment. On a ensuite l'assistant de parking automatique à droite. On a ensuite ici les différentes assistances. Alors on va rentrer dans le domaine du tout chemin, on va pas dire du tout terrain, mais du tout chemin en tout cas avec cette voiture, c'est-à-dire l'anti-patinage, l'aide en descente. Et enfin on a au milieu de ces 4 boutons le bouton Drive Mode, les modes de conduite sur lesquels on reviendra dans un instant. Donc on a vraiment une distinction à faire comme régulièrement entre les modes d'entraînement, donc le mode EV, EV Auto, 100% électrique, etc. et les modes de conduite, d'autant plus que dans cette voiture, comme elle peut évoluer en tout chemin, on a des modes de conduite qui sont un peu évolués. On en reparlera sur la route dans un instant. On a devant la coudoir une zone de recharge ici. Alors c'est un peu juste pour les plus grands smartphones. L'iPhone 12 Pro Max par exemple, ça ne fonctionne pas. Une fois qu'on est dans la coque, c'est beaucoup trop serré. Pour les iPhones plus petits ou pour d'autres téléphones Android plus petits, ça ne posera pas de problème. Et puis ensuite, la coudoir centrale, très confortable, bien large, on est dans une américaine, on a de la place et surtout on a du confort. Un accoudoir central sous lequel on va retrouver un premier petit compartiment amovible ainsi que plus bas une autre prise de type allume-cigare dans le grand compartiment. Donc voilà pour ce qui est de la description de l'intérieur de ce Ford Explorer. Quelques mots à présent à propos de l'écran d'infodivertissement, écran de 10,1 pouces, on l'a dit. Alors un petit bémol pour commencer, c'est que la réactivité n'est pas toujours au rendez-vous. Il y a certaines fois où il y a un peu de latence quand on appuie sur un bouton avant d'avoir le contenu. Il y a quelquefois une petite latence qui n'est pas très vous la voyez, pas très agréable. Pour le reste, ça fonctionne relativement bien. On retourne sur le menu principal avec affichage de la carte notamment. Apple CarPlay, Android Auto disponible dans cette voiture, malheureusement pas sans fil, ce sera donc avec fil et dans ce cas-là, ça vient s'afficher sur la partie supérieure ici en haut de l'écran, positionné, vous le voyez, verticalement. On a une présentation par contre qui elle est plutôt claire, vous le voyez, c'est très lisible, c'est très intuitif. On a systématiquement ces tuiles qui sont sur l'écran principal et puis on a ce menu inférieur qui est toujours disponible, on l'a vu, pour l'accès à l'audio. Vous voyez, le réglage de l'audio diffusé, les stations que vous avez en mémoire dans la voiture, c'est assez simple, c'est assez efficace. On a le téléphone, vous pouvez vous connecter à un téléphone. Quand il est connecté, évidemment, là il ne l'est pas, mais quand il est connecté, vous avez directement accès au menu du téléphone. Vous avez ensuite la navigation que vous pouvez donc avoir évidemment en plein écran. Et puis vous avez les applications que vous pouvez afficher ici. Et puis les réglages plus profonds. Alors ils sont tous sur la même page, mais vous pouvez accéder directement à la partie qui vous intéresse, donc les assistances, le véhicule, donc c'est situé plus bas, et la connectivité qui est située tout en bas. Voilà, donc vraiment un menu qui est hyper intuitif. Je disais, le seul petit bémol, c'est vraiment qu'on a parfois quelques latences, quelques lenteurs au niveau de la manipulation. Pour le reste, c'est franchement agréable. Alors, il y a quand même un petit bémol, c'est que le fait d'avoir cet écran positionné verticalement fait qu'il y a certaines choses qu'on ne peut pas avoir en grand écran. C'est le cas, par exemple, quand on passe la marche arrière. Quand on passe la marche arrière, avec, vous le voyez, la caméra 360 degrés, on a tout ça sur la partie haute de l'écran et pas en plein écran. Et ça, c'est un petit peu dommage. Pour le reste, franchement, le tout est assez lisible. Et je vous le disais, à part le bémol sur la réactivité, pour le reste, c'est à peu près un sans faute.
Au démarrage, avec ce Ford Explorer, c'est un peu le même souci qu'on a rencontré la semaine dernière avec l'Audi Q4 e-tron, à savoir qu'il y a un manque de progressivité à partir de l'arrêt complet au moment où le véhicule se met en mouvement. Quand on effleure la pédale d'accélérateur, il a tendance à bondir en une fois. Le frein a tendance à se relâcher en une fois, l'auto-hold se relâche en une fois et c'est assez désagréable, voire même inconfortable ou un petit peu dangereux sur des phases de manœuvre, puisqu'on est avec un gros véhicule de plus de 5 mètres. Quand on essaye de s'extirper d'une place de parking ou de se parquer tout simplement, eh bien on est forcément plus près qu'avec un petit véhicule des voitures qui peuvent se trouver devant ou derrière. Et donc ce fonctionnement par à-coup avec des bonds en avant ou en arrière quand on effleure l'accélérateur, c'est pas très confortable et je vous le disais, un petit peu dangereux. Par défaut, en fait, le fonctionnement de la voiture, c'est le mode Auto EV dès le démarrage. Donc c'est-à-dire que la voiture va décider d'utiliser ce mode d'entraînement et donc d'activer elle-même en fonction des conditions de circulation le moteur électrique et ou le moteur thermique. Une fois ce Ford Explorer en mouvement, alors là on peut profiter du confort proposé par les sièges, du confort de suspension également, et puis du silence de fonctionnement en mode 100% électrique qui sera le mode utilisé généralement par la voiture quand on est dans un environnement urbain, ce qui est le cas pour l'instant. Voilà qui laisse parfaitement profiter du système audio Bang & Olufsen de 14 haut-parleurs et 980 watts. Ouais, ça pousse fort au niveau du son dans cette voiture. Pour information d'ailleurs, l'entreprise danoise Bang & Olufsen, un des géants de l'audio haute fidélité, fêtera ses 100 ans en 2025. Les sièges sont donc extrêmement confortables dans cette voiture. On est vraiment dans le confort à l'américaine. On a de la place, du confort, c'est moelleux à souhait. Alors certains apprécieront, d'autres peut-être pas. Sièges qui sont évidemment réglables électriquement, qui sont, on l'a dit tout à l'heure, massants, ventilés, chauffants. On est vraiment dans le confort total. Et en plus, tout ça, c'est de série. Et quand on sort d'un essai avec une Audi, comme c'était le cas la semaine dernière, et qu'on se retrouve avec tous ces équipements de série dans celle-ci, on croit rêver, c'en est presque trop, comparativement à une Audi où quasiment tout est en option évidemment. Au niveau des aides à la conduite, là aussi, tout est de série et cette voiture est très complète en la matière. On retrouve donc la totale, le front assist, l'assistant d'angle mort. On a également le régulateur limiteur de vitesse. C'est adaptatif évidemment. Et en matière de justement régulateur de vitesse adaptatif, mention spéciale pour le maintien dans la voie, le maintien au centre de la voie. Il est vraiment impeccable sur cette voiture et ça donne un côté très rassurant finalement. On se dit voilà, on peut lui faire confiance quand on lâche le volant. Alors c'est pas ce qui est à faire évidemment, mais quand on lâche le volant pour tester, on se rend compte que la voiture est parfaitement maintenue au centre de la voie et donc ça donne un sentiment de grande sécurité à bord de ce Ford Explorer. Avec ses suspensions typées confort, avec ses sièges typés confort également, et puis ses 2,5 tonnes sur la balance, autant vous dire que ce Ford Explorer, il va pas vraiment jouer les sportifs et il va pas vous inviter à avoir une conduite sportive. Son truc à lui, c'est de transporter très confortablement, avec beaucoup de place, jusqu'à 7 personnes, et ça, il le fait vraiment très bien. Si vous voulez un véhicule avec un comportement plus sportif, achetez-vous une Ford Mustang. Disposer d'un V6 sous le capot, ce qui est de plus en plus rare évidemment, et puis en même temps tout faire pour ne pas l'entendre, c'est-à-dire recharger le plus souvent possible pour rouler le plus possible en mode 100% électrique, c'est assez frustrant, je dois bien vous le dire avec cette voiture. Et même si je reste adepte de la conduite 100% électrique, de la conduite silencieuse et que je trouve ça formidable, j'ai pas retourné ma veste, rassurez-vous, mais je dois bien avouer que d'avoir une sonorité de V6 dans les oreilles, ça vient quand même vous chatouiller les tympans et c'est quand même très agréable, un peu comme ça d'ailleurs. Ah, c'est quand même chouette, Le volume de chargement dans ce gros SUV, il est très conséquent, plus de 2200 litres, on le disait tout à l'heure quand on est en configuration 2 places, et pourtant il est possible encore de mettre des choses derrière, c'est-à-dire de tracter une charge freinée, ce sera 2,5 tonnes, ce qui est plutôt élevé là aussi, et puis une charge non freinée, là par contre ce sera 750 kg. Piste, neige, sable, terrain glissant ou encore remorquage, transport, voilà les modes de conduite un petit peu plus exotiques qu'on va retrouver sur ce Ford Explorer, modes de conduite qui sont pilotables via la petite molette qui se trouve entre les sièges. Alors bien sûr, ça c'est les modes qui vont vous faire profiter des capacités de tout chemin ou de tout terrain de cette voiture, mais vous avez aussi les modes de conduite classiques, éco, normal et sport. Je suis resté la plupart du temps en mode normal. Le mode éco évidemment vous fera aller plus loin en mode 100% électrique, vous fera moins
moins consommé en dégradant un peu les performances, alors que le mode sport, toute la puissance sera disponible, mais évidemment au prix d'une consommation qui sera plus élevée. Et puis donc tous les autres modes, là c'est plutôt pour les capacités de tout terrain, de tout chemin de ce véhicule. Donc plusieurs modes de conduite disponibles. Il y en aura forcément un qui conviendra à chacune des situations dans lesquelles vous allez vous retrouver. Sur beaucoup de gros SUV comme celui-ci, on a souvent une direction qui est un petit peu trop assistée, donc qui offre un rendu qui est trop artificiel. Ici, c'est pas du tout le cas. On a une direction qui est assez consistante, qui, je dois le dire, est assez rassurant là aussi finalement. On a le sentiment d'avoir ce Ford Explorer bien en main et c'est très agréable. Au niveau du diamètre de braquage, on est sur 12,6 mètres. C'est assez élevé évidemment. Et puis surtout, on est à plus de 5 mètres de long. Autant vous dire que ce gros véhicule, il n'est pas vraiment à l'aise dans les milieux un petit peu, les environnements un petit peu étriqués, les centres-villes et puis certains parkings également, certains parkings qui sont parfois très étroits. Bonne chance d'ailleurs pour vous en sortir. La boîte de vitesse à 10 rapports qu'on retrouve sur ce Ford Explorer, elle fait plutôt bien son travail. Certainement, si vous avez une conduite cool, en conduite cool, eh bien vous profiterez de cette boîte de vitesse et de ces passages de rapports qui se font relativement en douceur sur le moteur thermique et puis des passages entre moteur thermique et moteur électrique qui eux aussi sont relativement imperceptibles et donc très agréables. Après, si vous décidez d'augmenter un petit peu la cadence, là vous allez être vite freiné dans vos ardeurs parce que la boîte de vitesse va pas spécialement apprécier ça. Il y aura certains à-coups et puis surtout, vous avez toujours cette latence qui est liée au fait que le moteur électrique, quand il fonctionne seul et que vous écrasez l'accélérateur, eh bien le moteur thermique, lui, doit se réveiller et donc vous n'avez pas cette réponse immédiate quand vous accélérez. Il y a toujours cette petite demi-seconde de latence qui, à la longue, n'est pas franchement agréable. Donc autant de raisons de rouler cool, évidemment, et de profiter pleinement du coup du confort de cette voiture avec ce qu'elle a à vous offrir, c'est-à-dire avant tout un comportement en bon père de famille, un comportement familial. Elle n'a pas vocation à être sportive au niveau du confort. Elle n'a pas non plus vocation à être sportive au niveau de sa boîte de vitesse. Qu'est-ce que j'aurais aimé que les palettes derrière le volant, elles puissent servir à moduler la récupération d'énergie, mais ce n'est pas possible malheureusement sur cette voiture. Les palettes derrière le volant, elles servent à passer les vitesses en mode manuel, ce qui selon moi ne sert absolument à rien. Vous ne profiterez pas plus de votre voiture en passant les vitesses de manière manuelle. Si votre voiture, elle peut le faire toute seule, pourquoi est-ce que vous allez vous ennuyer à passer les vitesses manuellement, surtout avec une boîte automatique? Le rendu n'est pas franchement très agréable. Donc pas de récupération d'énergie modulable sur cette voiture, c'est un petit peu dommage. Et au niveau de la sensation de la pédale de frein, eh bien c'est comme sur toutes les voitures hybrides rechargeables. On a un point de bascule un peu flou entre la récupération d'énergie et puis à un moment donné le freinage par friction. Et donc on a une sensation un peu molle au niveau de la pédale. Pour ceux qui aiment les pédales un petit peu plus dures, sur la plupart des voitures hybrides rechargeables et toutes celles qui proposent globalement de la récupération d'énergie, c'est plus possible. Et donc il va falloir s'habituer à ces pédales qui offrent un rendu, une sensation un petit peu plus molle et progressive plutôt que d'avoir des pédales comme on pouvait les avoir avant, des pédales de frein qui offrent une sensation beaucoup plus directe au niveau du freinage. Dans cette voiture, il n'est donc pas possible de moduler la récupération d'énergie, mais il est possible de lui demander de ne plus aller puiser dans la batterie et donc de garder la batterie à un niveau constant, voire même de recharger la batterie si le niveau n'est pas suffisant. Mais attention, parce que dans ce cas-là, vous serez uniquement sur le moteur thermique et forcément la consommation d'essence, elle va grimper en flèche. En matière d'éclairage dans cette voiture, dès le premier niveau de finition, donc le niveau ST-Line qu'on essaye cette semaine, eh bien on a droit à des phares full LED. Alors ils ne sont pas adaptatifs, mais le basculement automatique des feux de route aux feux de croisement, eh bien lui peut être automatique et le réglage reste en mémoire d'un trajet à l'autre, ce qui est toujours très appréciable. Il n'y a donc absolument rien à faire en matière d'éclairage dans cette voiture. Vous mettez tout en mode automatique et la voiture allume les feux quand c'est nécessaire, elle les éteint quand ce n'est plus nécessaire et elle bascule en fonction de il y a quelqu'un ou il y a personne en face ou en croisement et donc tout fonctionne absolument tout seul, il n'y a rien à faire et ça c'est très sympa. Avant de m'arrêter quelques instants pour vous parler chiffres avec la consommation réelle de cette voiture, avec également l'autonomie réelle de cette voiture en mode 100% électrique, eh bien un petit bilan de l'utilisation de ce Ford Explorer sur la route. Et franchement, il n'y a pas grand chose de négatif à lui trouver, croyez-moi. On est plus que bien installé, le conducteur évidemment, le passager, les passagers, 6e, 7e place qui sont largement utilisables et certainement par des enfants ou des jeunes adolescents. Donc de ce point de vue-là, c'est un sans faute également. On a tout
tout l'équipement nécessaire, tout l'équipement qu'on veut. On est vraiment dans l'esprit de la voiture américaine, 100% confortable. On a un dépaysement qui est total par rapport à l'utilisation d'un Kia Sorento par exemple, qui est beaucoup plus sage en termes d'intérieur. Certains diront plus rationnel évidemment, et c'est certainement le cas. Ici, on est dans quelque chose où on est un peu dans la démesure avec ce gros capot devant. C'est voilà, c'est un peu de American way of life, hein, la manière de vivre à l'américaine. Et pour ceux qui aiment ce style de conduite, ce style de confort à l'américaine, franchement, vous n'allez pas être déçus. Alors bien sûr, à l'usage, il y a quelques petits bémols. Hein, je disais, l'écran d'infodivertissement qui a quelques petites latences. À certains moments, il y a des ralentissements. Mais pour le reste, franchement, je vois pas ce qu'on peut lui trouver. Peut-être l'affichage tête haute que certains auraient apprécié, qui n'est pas disponible dans cette voiture. Pour le reste, franchement, conduite très agréable. On voyage confortablement, pas uniquement ici, mais à 7 dans ce Ford Explorer. Avant de vous retrouver à l'extérieur de la voiture pour parler du prix de ce Ford Explorer, pour la conclusion de cet essai, eh bien, comme promis, je m'arrête et je vous parle chiffres, consommation réelle de ce Ford Explorer et puis surtout l'autonomie réelle en mode 100% électrique. Alors l'autonomie théorique en 100% électrique, c'est 42 km en cycle mixte, 44 en milieu urbain. Sur l'ensemble de cette semaine de test, j'ai parcouru 630 km précisément et la moyenne globale de consommation d'essence, eh bien, elle s'élève à 5,2 litres au 100, 5,2 litres au 100, à savoir que j'ai rechargé à chaque fois que c'était possible, donc chez moi et sur mon lieu de travail. Je travaille à 50 km de mon domicile. Alors combien de kilomètres peut-on parcourir réellement sur une charge de batterie en mode 100% électrique? Ce ne sera pas 42 dans tous les cas ou 44 dans tous les cas, non. Sur autoroute, ce sera 25 petits kilomètres, ça c'est un petit peu dommage, mais évidemment le gabarit de la voiture n'aide pas. En cycle mixte, on sera aux alentours de 30-35 km selon qu'il y a plus ou moins de voies rapides. Et puis en évitant les voies rapides, on peut effectivement s'approcher des 40 km réels en mode 100% électrique. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Batterie vide sur autoroute, vous partez en vacances. Le début, ça va bien se passer en mode hybride. Par contre, la batterie sera vide à un moment donné. Et donc, que va-t-il se passer ? Eh bien, sur autoroute, on le sait, on récupère beaucoup moins l'énergie que quand on est en ville, en milieu urbain. Et donc là, la consommation va grimper à entre 10 et 12 litres au 100 en fonction du style de conduite, c'est-à-dire à peu près le double de la consommation moyenne qu'on peut observer quand on utilise normalement la voiture, c'est-à-dire en la rechargeant le plus régulièrement possible, puisque moi, je suis arrivé à une moyenne générale de 5,2 litres. Donc, on est au double ou à plus du double si on ne la recharge pas et qu'on est notamment sur l'autoroute et qu'à un moment donné, on fait un long trajet. Donc l'idée, c'est bien une fois de plus la preuve, c'est donc de recharger le plus régulièrement possible. Au quotidien, vous allez donc pouvoir largement maîtriser la consommation, 5,2 litres en moyenne sur plus de 600 km, 630 km. Et puis quand vous n'avez pas le choix, quand vous faites un très long trajet, vous partez en vacances par exemple, là vous savez que la consommation forcément elle sera plus élevée parce que vous n'allez pas pouvoir recharger tous les 50 km ou tous les 30 ou 35 km. Et là vous savez que la consommation sera plus élevée et donc va tourner aux alentours de 10 à 12 litres aux 100 km. Voilà pour ces chiffres donc avec ce Ford Explorer. Avant de passer à la conclusion de cet essai, parlons du prix de ce Ford Explorer disponible en Belgique à partir de 79 000 € en version ST-Line, c'est celle que vous avez sous les yeux. Comptez 1 000 € de plus pour la version Platinum, soit 80 000 €. En France, les prix s'étendent de 77 000 € pour la version ST-Line à 79 000 € pour la version Platinum. Alors c'est des prix qui peuvent sembler élevés, et ils le sont hein, bien sûr, mais rappelons qu'on est d'une part en présence de l'un des plus gros SUV actuellement disponibles sur le marché, qu'on a quand même un V6 sous le capot et puis que c'est du tout compris. Il n'y a pas beaucoup d'options, donc on est très bien équipé, même dans la version ST-Line. Les différences d'ailleurs entre ST-Line et Platinum sont surtout des différences esthétiques, hein, présence de chrome, etc., davantage que des différences en termes d'équipement. Donc voilà, tout ça mis en parallèle, eh bien, on se rend compte que finalement, le rapport prix-prestation de ce véhicule, il est plutôt intéressant, certainement face à une concurrence venue d'Allemagne. Alors vous aussi déterminez le prix de votre Ford Explorer en vous rendant sur le configurateur en ligne de Ford. Toujours concernant le prix, vous le savez, Arval, partenaire de Charging Station, propose des solutions très intéressantes de leasing pour professionnels et pour particuliers. Dans les deux cas, le principe du leasing, c'est que vous payez tous les mois un loyer qui reste le même du premier au dernier. Et dans ce loyer, tout est compris, la mise à disposition de la voiture évidemment, et puis des choses comme les entretiens par exemple, ou encore les changements de pneus. C'est donc la formule zéro surprise, zéro imprévu, la formule du leasing opérationnel pour les entreprises et le private lease
pour les particuliers. Rendez-vous donc sur le site de notre partenaire Arval, sur arval.be, pour déterminer le prix de votre future voiture, que ce soit celle qui se trouve derrière moi ou toute autre voiture, du moment qu'elle est évidemment électrifiée et donc électrique ou hybride rechargeable. Mais il y en a plein d'autres évidemment qui sont disponibles sur arval.be. Alors en France, des formules similaires existent également. Si vous nous suivez depuis l'Hexagone, et je vous en remercie d'ailleurs, eh bien surfez sur arval.fr pour le découvrir. 3 mots pour conclure cet essai. Bienvenue en Amérique. Au volant de ce Ford Explorer, et même si vous n'êtes pas au volant d'ailleurs, si vous êtes sur l'une des 6 autres places disponibles, eh bien c'est un petit peu, il faut le dire, le rêve américain à portée de main. Vous êtes confortablement installé, même aux 6e et 7e places, vous profitez d'un confort à l'américaine avec une suspension moelleuse et tous les équipements disponibles dans ce grand SUV. Le son du V6 vous donnerait presque envie de renier votre promesse de recharger régulièrement, histoire d'en profiter, mais attention, dans ce cas, la consommation s'envolera bien loin de celle qu'on attend d'une voiture hybride rechargeable. Autrement dit, si vous voulez privilégier la sagesse, optez pour le Kia Sorento 7 places. Il est moins cher, mais aussi moins fun à vivre, il faut le dire, il fait moins rêver au niveau de son univers, moins fun à conduire également, et puis la sonorité de son 1600 cm3 fait clairement moins rêver. Si vous avez par contre les moyens de pouvoir privilégier la passion, eh bien ce Ford Explorer vous plongera dans un autre univers, 100% américain, même pour la finition, et saura vous en mettre plein les oreilles avec son V6 aux sonorités enivrantes. Mais ça, chut, il ne faut pas le dire parce que normalement, en hybride rechargeable, on privilégie le 100% électrique. Et du coup, le son du V6, vous ne l'entendez pas. Et avec celle-ci, c'est un peu frustrant. A bientôt sur Charging Station pour d'autres essais électrisants. La semaine prochaine, je vous l'ai dit, on reste chez Ford avec le Kuga hybride rechargeable. On ira chez BMW ensuite avec la 320e hybride rechargeable également, plus modeste en termes de motorisation et de tarifs que la 330e essayée il y a quelques mois maintenant sur Charging Station. D'autres essais hybrides rechargeables durant les semaines suivantes, ce sera le Range Rover Velar par exemple. Et puis des essais 100% électriques aussi, évidemment, avec 2 voitures très attendues aux antipodes l'une de l'autre. On a d'abord la Mercedes EQS grande berline de la marque allemande, une débauche de technologie, et puis à l'opposé, on a la Dacia Spring. Dacia Spring, le minimalisme 100% électrique made by Dacia, made by Renault. Donc, et alors ces 2 voitures, a priori, n'ont rien en commun si ce n'est d'être des voitures 100% électriques toutes les 2. Et je suis aussi excité d'essayer une que l'autre. Une, la Mercedes EQS, parce que c'est une débauche de technologie. Et puis l'autre, la Dacia Spring, parce que c'est une voiture qui est très attendue, qui va certainement être très populaire. Une voiture minimaliste, pas chère, très accessible, 100% électrique. Donc oui, c'est possible d'avoir enfin une voiture 100% électrique accessible. Et pour toutes ces bonnes raisons, j'ai hâte d'avoir ces 2 essais à vous proposer ainsi que tous les autres. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à Charging Station et à activer la clochette des notifications pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo électrisante est disponible. Merci 1000 fois de votre fidélité et à bientôt.